Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver une fois de plus pour cette émission Élite. Et cette fois-ci, j'ai encore le réel plaisir de recevoir un Congolais de l'étranger. Je crois qu'il nous tombe déçus ces derniers temps. Ce sont les vacances peut-être, mais je crois qu'il y a peut-être un agenda caché. On le saura tout à l'heure parce que, comme vous le savez, chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous sommes dans la période préélectorale. On ne sait jamais, il y a peut-être des agendas cachés. Avec M. Moïse Malobia, qui est fondateur de la Fondation Malobia, on aura son point de vue sur ce qui se passe à l'extérieur et évidemment ses points de vue sur ce qui se passe ici à Kinshasa et en République démocratique du Congo et beaucoup plus précisément dans la province orientale, sa région ou sa province d'origine. Très heureuse de vous recevoir, M. Malobia. Merci beaucoup, madame. Voilà, je peux vous appeler Congolais de l'étranger? Vous êtes un Congolais de l'étranger? Vous vous sentez à l'aise quand on vous dit que vous êtes un Congolais de l'étranger? Non, appelez-moi Congolais tout court. Congolais tout. Mais vous vivez à l'étranger? Je vis à l'étranger. Bon, ça fait 2 ans que je suis entre le Congo et la Belgique. Mais sinon, je me considère comme Congolais à part entière. Congolais à part entière. Oui. Donc, vous avez dit que vous vivez en Belgique et vous exercez votre métier d'avocat en Belgique. Oui. Est-ce que l'intégration s'est bien faite? Vous sentez intégré dans le barreau de Bruxelles? Qu'est-ce que je peux dire? Ça n'a pas été facile. Ça, je peux vous témoigner, puisque ça fait quand même plus de 20 ans que je vis en Belgique. J'y ai fait mes études de droit à l'université de Bruxelles et je sais ce que c'est être avocat au barreau de Bruxelles. Il y a du racisme, racisme, c'est un peu trop fort. De la méfiance, c'est plus la méfiance. Hein. Bon, ils se disent, celui-là, il est noir, est-ce qu'il a une bonne formation, est-ce qu'il pourra Mais bien pourtant, traiter... vous avez étudié dans leurs écoles. Voilà, est-ce qu'il pourra bien traiter mon dossier? Mais une fois le pas est franchi, s'installe un climat de confiance entre le client et son avocat et les choses se font tout à fait bien. Mais en général, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler un peu sur le processus d'intégration des avocats d'origine congolaise au barreau de Bruxelles. Oui, à peu près une centaine au barreau de Bruxelles. Depuis l'an 2000, les choses ont sensiblement changé, puisque dans les années 90, ça n'a pas été facile. Hein, puisque, vous savez, quand vous terminez vos études de droit et que vous voulez exercer au barreau, vous devez d'abord trouver un maître de stage. Un maître de stage, c'est quelqu'un qui a une ancienneté de plus de 10 ans. À l'époque, c'était plus de 10 ans, qui est prêt à vous payer une rémunération de 1 000 € par mois, au minimum, et puis qui vous donne un bureau, hein, un cabinet où vous pouvez exercer facilement votre métier. Mais avec le temps, les choses se sont un peu démocratisées. On a réduit le délai requis d'ancienneté pour un maître de stage de 10 ans à 5 ans. Et ça a permis quand même à pas mal de Congolais de devenir maître de stage et de prendre des Congolais comme stagiaires, ce qui a fait que le nombre a sensiblement augmenté. On est parti d'une trentaine à peu près à 100 actuellement. Bon, oui. Monsieur Malobia, comme vous le savez, l'image que nous, on a des Congolais, si on peut dire... comment je peux formuler la question? Est-ce qu'il y a des Congolais qui exercent des métiers, si je peux dire, entre guillemets, nobles en Belgique? Parce qu'on a l'impression, quand on nous montre les images, que les Congolais sont là à ne rien faire, excusez-moi, mais c'est l'image que l'on nous renvoie de vous, de l'extérieur. Donc des Congolais qui sont là en train de faire des petits métiers que les Blancs n'aiment pas faire. Est-ce vrai cette conception-là qu'on a des Noirs ou des Congolais à l'étranger? Est-ce qu'il y a à part être avocat, est-ce qu'il y a des médecins, il y a des architectes, est-ce qu'il y a je ne sais pas moi, même des politiciens en Belgique? En tout cas, je suis mieux placé pour vous le dire. Comme je l'ai dit, ça fait quand même à peu près 20 ans que je suis en Belgique. Entre les années début 90, comme on dit ici, 90, et 2000, les choses n'étaient pas faciles. Il fallait, nous tous on était là-bas, on avait un visa d'études, visa dont la prorogation était conditionnée à la réussite de son année académique. Et puis, à partir de l'an 2000, les choses se sont démocratisées, en ce sens qu'il y a eu une régularisation du séjour de beaucoup de Congolais, et beaucoup qui étaient dans une situation de clandestinité ont eu un séjour régulier et se sont installés. Il y en a beaucoup qui sont devenus belges. Hein, il y en a beaucoup qui sont devenus belges. Et une fois donc la situation des séjours régularisée,
il y en a beaucoup qui ont fait des formations pour pouvoir travailler. Et je peux vous témoigner que depuis l'an 2000 jusqu'à ces jours, il y a la majorité des Congolais qui ont un séjour permanent en Belgique exercent des métiers en rapport avec leur formation. Avec leur formation. En rapport avec leur formation. Depuis l'an 2000. Les choses ont sensiblement changé. Il y en a qui ont pu contracter des emprunts, acheter des maisons, acheter des véhicules à crédit. Les choses ont sensiblement changé. C'est vrai, ça dépend aussi de filières qu'on a faites. Le médecin congolais, il y en a plein. Des avocats, donc je peux en témoigner. On dit souvent qu'ils n'exercent que la nuit, ce sont des médecins non, pas du soit tout. Des infirmiers. Quand vous avez fait des études de médecine, vous devenez carrément infirmier. Non. Ce sont des mythes, quoi. Non, donc, carrément infirmier si vous avez fait vos études de médecine à l'étranger. À l'étranger. Par exemple, au Congo, bon, je suis désolé, le diplôme congolais de médecine, tenant compte de la sous-administration dans laquelle souffre le Congo actuellement, n'est pas accepté directement par les autorités belges. On est soumis à des examens d'équivalence, comme on l'appelle, et une fois on a réussi ces examens d'équivalence, on peut exercer en tant que médecin. Okay. On peut exercer en tant que médecin, on peut exercer en tant que spécialiste en Belgique. Vous voyez, la différenciation qu'ils font, c'est entre un diplôme de médecine obtenu à l'étranger et un diplôme de médecine obtenu en Belgique. Les médecins belges travaillent la nuit, c'est une rotation normale de travail. Il y en a qui travaillent la nuit, il y en a qui travaillent le jour. Moi, je peux vous témoigner, mon épouse est dans ces domaines-là. Je vois comment mon épouse travaille. C'est un horaire tout à fait normal. On vous fait travailler comme des nègres, si je peux dire. Non, travailler comme des nègres. Non, vous savez, c'est un pays où c'est un état de droit. C'est un état de droit. Qui dit état de droit, les droits sont vraiment respectés. Et il y a même une juridiction spéciale qui est prévue en cas de violation, en cas de comportement discriminatoire. On peut être assigné devant cette juridiction pour comportement, entre guillemets, déplacé. Donc, ces genres de choses n'existent plus. C'est vrai, je veux dire, en droit, normalement. Mais entre personnes, il y a toujours des propos déplacés. Parfois, pas toujours, il y a parfois des propos déplacés qui peuvent surgir par-ci, par-là. Mais sinon, les gens travaillent normalement, sont respectés et leurs droits sont respectés. Ils travaillent en tenant compte de la formation qu'ils ont suivie pour exercer ce travail. Ok. Alors, comme vous le savez, nous et la Belgique, nous partageons quand même une histoire assez particulière. Ça a été le pays qui nous a colonisés et ce qui touche la Belgique, forcément, ça nous touche aussi. Ouais. Alors, la population congolaise ne comprend pas comment est-ce que la Belgique fonctionne sans gouvernement pendant 1 an. Ça fait 1 an qu'il n'y a pas de gouvernement, mais ça marche. Comment c'est paradoxe? Comment ça fonctionne? Ok, c'est vrai et c'est pas vrai à la fois. Je dirais c'est vrai. Il faut savoir que la Belgique, c'est un État fédéral, bicéphale, avec ce qu'on appelle des communautés et des régions. Les communautés sont basées sur la langue. Donc, tous ceux qui parlent une même langue font partie d'une même communauté. Donc, il y a 3 communautés. La communauté française, donc des gens qui parlent français, ils font partie de la communauté française. Il y a la communauté flamande, donc des gens qui parlent le néerlandais ou les flamands font partie de la communauté flamande. Et puis, il y a une 3e communauté qui est un peu minime, qu'on appelle la communauté germanophone. C'est des Allemands, dans la frontière entre la Belgique et l'Allemagne. Et là, vous trouvez, la ville s'appelle Eupen et Malmedy, là, vous trouvez sans vous interrompre, comment est-ce que le Congolais se divise là-dedans? Toi, tu te situes où? En fait, vous vous situez où? Tu es francophone, néerlandophone ou germanophone? Professionnellement parlant, je suis francophone, puisqu'on tient compte du diplôme, de la langue du diplôme. Donc, j'ai obtenu mon diplôme en français. Donc, je suis francophone. Mais, il y a des Congolais néerlandophones aussi. Oui, il y a des Congolais néerlandophones, tout à fait. Maintenant, géographiquement parlant, je suis néerlandophone, en ce sens que j'habite en Flandre. Donc, toutes mes activités, toutes mes démarches administratives se font en néerlandais. Et mes enfants vont à l'école en néerlandais. Ils parlent néerlandais. Moi-même, j'ai une bonne connaissance, de néerlandais. Et je me considère, entre guillemets, tenant compte de ma situation géographique, comme néerlandophone. Je suis un peu entre les deux.
Bon, je n'avais pas terminé par rapport aux communautés. Donc, il y a les communautés et puis il y a les régions. Les régions tiennent compte de la situation géographique du coin. Si on est au nord de la Belgique, on est dans la région flamande. Si on est au sud de la Belgique, on est dans la région wallonne. Et puis si on est au centre, il y a une région spéciale qu'on appelle la région Bruxelles-Capitale. C'est une région qu'on appelle région bilingue. Ce sont les trois régions et les trois entités fédérées qui constituent la Belgique fédérale. Maintenant, il faut savoir qu'il y a donc deux populations qui forment la majorité, les Flamands et les Wallons. Les Flamands représentent à peu près 60% de la population, tandis que les Wallons à peu près 40, je dirais 35, puisqu'il y a aussi les germanophones qu'on ne peut pas négliger. Maintenant, dans ces genres de situations, par exemple au Rwanda aussi, il faut prévoir des mécanismes pour protéger des minorités. Il ne faut pas que, à chaque fois qu'il y a un problème, que la majorité écrase la minorité. C'est pourquoi on a mis en place des mécanismes protecteurs des minorités. Ce qui fait que s'il y a des élections, on apprécie les résultats de deux façons. D'abord, au niveau des communautés, chez les Flamands, qui a gagné, chez les Wallons ou les francophones, qui a gagné. Et puis, il y a trois types de majorités. Là. Il y a la majorité, tout d'abord, linguistique. Compliqué pour un si petit pays. Tout à fait. Mais tout justement, c'est pour protéger. On veut éviter qu'il y ait des situations, par exemple, qui prévalent au Rwanda, où une majorité ou une minorité écrase, vice-versa. Donc, il faut, une fois on a gagné au niveau linguistique, donc on a une majorité au niveau linguistique, et ensuite la majorité numérique, donc 50%, 49%, et puis il y a une troisième majorité qu'on appelle la majorité surqualifiée. C'est-à-dire que dès lors qu'on a ces deux majorités, il faut être en mesure, au niveau du Parlement, d'avoir les 2/3 des voix pour faire passer une réforme ou une politique. Ce qui veut dire que si on a gagné les élections, et qu'on n'est pas en mesure de faire une coalition qui constitue 2/3 des voix émises au niveau de l'Assemblée, ça ne sert à rien d'aller se présenter pour former un gouvernement. Donc, pour un si petit pays, le gouvernement actuel qui travaille en Belgique se trouve... Est-ce qu'il y a un gouvernement? Oui, il y a un gouvernement. Mais il y a ce qu'on appelle la théorie, en droit administratif, on a une théorie qu'on appelle la théorie de l'expédition des affaires courantes. Ah ouais, qui expédie les affaires courantes. Ils sont toujours en train d'expédier les affaires courantes. Il y a deux types d'expédition d'affaires courantes. Il y a l'expédition d'affaires courantes au sens strict, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un gouvernement qui a été mis en place, et puis il n'y a pas un parlement qui a été élu, c'est-à-dire qu'on arrive au terme de la législature, il faut aller aux élections, entre-temps, il faut continuer à gérer les affaires du pays. Là, on est en situation de affaires courantes au sens strict. Et puis, il y a la gestion des affaires courantes au sens large, c'est-à-dire qu'il y a eu des élections au mois de juin de l'année passée. Il y a eu deux gagnants au niveau des deux communautés. Au niveau des francophones, c'était le Parti socialiste qui a gagné. Au niveau des néerlandophones, c'est un parti nationaliste qu'on appelle la NVA. Non, pas du tout. C'est pas d'extrême droite. C'est la droite simplement. C'est la droite tout simplement, mais un peu plus poussée, qu'on appelle la NVA. La NVA. Maintenant, ces deux partis ne peuvent pas constituer la majorité de 2/3. Il faut chercher des coalitions. Maintenant, au niveau du Parlement, il y a un Parlement qui a été élu. Maintenant, il faut se mettre d'accord pour former un gouvernement et avoir les 2/3. Et tant qu'ils n'ont pas les 2/3, ils ne peuvent pas. Mais comment ça, bon, ils peuvent pas. Peut-être que chez nous, les réalités sont assez éloignées, mais comment est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne en ce sens. Ça fonctionne en ce sens que, donc, j'ai dit la théorie des affaires, d'expédition des affaires courantes, qui est basée sur une théorie en droit administratif, la théorie de la continuité des services publics. C'est-à-dire que les services publics doivent être rendus aux citoyens de façon continue, quelle que soit la situation dans laquelle se trouve le pays. Donc, le pays se trouve dans une situation où on ne peut pas mettre une majorité pour le moment. Donc, la théorie de la continuité veut que l'ancien gouvernement, issu de l'ancienne législature, expédie les affaires courantes, même de façon plus étendue, puisqu'il y a un parlement qui a été élu, qui est là, et donc qui contrôle tous les actes du gouvernement. Donc, si on était en situation d'expédition d'affaires courantes au sens strict, il ne pourrait pas, par exemple, envoyer des troupes en Libye, puisque ça, c'est un acte de guerre. Ça demande une autorisation du Parlement. En l'occurrence, ils ont demandé l'autorisation du Parlement qui a été légitimement élu au mois de juin, qui a donné son feu vert à un gouvernement en affaires courantes pour envoyer des troupes belges en Libye, par exemple. Ouais. Et donc, il y a un gouvernement qui pose des actes, mais
ce gouvernement n'est pas issu des élections du mois de juin. Et il y a une administration qui est bien installée, qui fait les choses de façon tout à fait... On n'a même pas besoin. Ils peuvent rester pendant 5 ans, 10 ans. Sans, entre guillemets, gouvernement issu des élections du mois de juin. Et ça ira sans problème. Alors, chers téléspectateurs, si vous avez des questions, mettez ça par SMS. Le numéro est affiché au bas de l'écran. Si vous avez des questions à M. Malobia, vous posez, on le lui transmettra. Alors, la toute dernière question avant de clore le chapitre de la Belgique. Qu'est-ce qu'un jour la Belgique se sépare? Il y a des hypothèses qui ont été avancées, surtout du côté flamand, puisqu'il faut savoir que entre les deux peuples, donc les Flamands et les Wallons, il y a une espèce de vengeance un peu cachée comme ça. C'est-à-dire que dans le passé, les Wallons ont dominé les Flamands. Ils ont dominé les Flamands et la Wallonie était une région très très riche. Il y avait un bassin houillé. On a fait venir des Italiens, des étrangers pour venir travailler. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, les choses ont changé. Les Flamands sont devenus plus puissants, plus riches. Ils sont forts en tout. Et ils veulent aussi rééquilibrer les choses, puisque les lois actuelles datent de l'époque où les Wallons dominaient. Ils veulent que les choses changent. Malheureusement, et la population flamande est très sensible par rapport à ça, si quelqu'un vient avec des revendications de changer, de rééquilibrer un peu les choses, directement, ils sont d'accord et ils votent pour cette personne-là. Mais que la Belgique explose ou bien se sépare, je ne pense pas, puisque quand vous êtes avec des politiciens en off, ils tiennent un autre discours quand ils sont en live. En live, ils font ce qu'on appelle là-bas la musculation politique, c'est-à-dire montrer que nous, on est là, on revendique, on pousse en avant les revendications flamandes, on veut que la Flandre domine, mais quand ils sont en off, bon, ils disent que, essayons, ceci, cela. Ouais, il y a toujours... Moi, je ne pense pas que la Belgique, dans un futur proche, la Belgique va exploser. Voilà, M. Maloba, nous avons clos ce chapitre de la Belgique. Nous revenons maintenant chez nous, en République démocratique du Congo. Oui. Vous êtes fondateur de la Fondation Malobia. Alors, qu'est-ce que vous est passé par la tête pour créer cette fondation? Qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Effectivement, la fondation Malobia 109, hein, il y a toujours 109. Il y a voilà, je vais vous poser la question. 109, il y a un t-shirt qui est là, voilà, qui témoigne un peu. Vous savez, moi je suis originaire du district du Bas-Ouélé, hein, dont les chefs-lieux est Bouta. Ma famille y est donc originaire. Et je vous ai dit, ça fait 2 ans, depuis 2009, que je suis entre la Belgique et le Congo. Je suis allé sur place déjà à 2 reprises, voir un peu comment la situation, quelle est la situation qui prévaut là-bas. Malheureusement, j'ai été choqué par l'état de misère, l'état de je ne sais pas quel adjectif utiliser pour qualifier ce qui prévaut là-bas. Alors je me dis, en tant que quelqu'un de là-bas qui est sorti, qui a été à l'étranger, qui a vu des grandes choses, qui a fait des grandes études, je me dois de faire quelque chose par rapport à ces districts. C'est pourquoi donc j'ai vu des amis qui sont issus d'autres provinces faire des choses de ce genre. Je me dis, pourquoi pas moi, un natif de là-bas, essayer aussi de faire quelque chose. Je ne dis pas que je vais résoudre la misère des gens, que je vais mettre fin à tout ce qui prévaut là-bas. Non, je dis, c'est une petite contribution, une petite pierre dans la reconstruction. Donc, j'ai mis en place cette fondation que j'appelle la Fondation Malobia 109. Ça a été créé quand? La Fondation Malobia, c'est une structure très jeune, et ça a été créé en date du 4 novembre 2010, donc même pas encore 1 an, à Bouta, donc le chef-lieu du district du Bas-Ouélé. Et nous sommes sortis officiellement, je ne sais pas s'il y a des photos que vous pourriez voir, nous sommes sortis officiellement le 20 novembre, donc 2 semaines après avoir accompli toutes les formalités administratives requises pour être considéré comme une association sans but lucratif au regard de la loi congolaise. Donc, pourquoi Malobia? Malobia, c'est mon nom. Qui veut dire? C'est un Ankiboa. Ont toujours un oui, sens. Donc, et dans le district du Bas-Ouélé, il y a 2 grandes tribus qu'on trouve là-bas, les Baboa et les Bazandé. Et moi, je suis Moboa. Et Ankiboa, Malobia, ça veut dire un monsieur fort, un monsieur courageux. Donc, Ankiboa, Molo, ça veut dire monsieur, et Bia, ça veut dire fort. Un monsieur courageux, téméraire,
prend ses responsabilités en main, qui ne veut pas rester spectateur par rapport aux événements et qui veut parfois contribuer à faire changer les choses. Donc, mon arrière-grand-père, M. Malobia, c'était un ancien militaire de la force publique. Il a combattu pendant la Première Guerre mondiale contre les Allemands. Son fils a aussi combattu durant la Deuxième Guerre mondiale, toujours militaire, au sein de la force publique. Alors. Non, son fils, mon arrière. Mon arrière-grand-père. Arrière-grand-père, oui. Donc, ils ont combattu, ils ont fait beaucoup de choses pour les districts du Bas-Ouélé et pour la province orientale en général. Alors, ces noms, on trouve ces noms non seulement chez les Baboa, chez les Bazande. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose à l'époque de la Deuxième République, général Babianzongbi Malobia. C'est le nom Malobia qu'on trouve chez les Bazande. À Isiro, la province, le district du Haut-Ouélé, on trouve aussi des Malobia là-bas. Donc, nous avons voulu honorer, perpétuer le nom de Malobia. N'est pas que ces noms disparaissent comme ça dans la nature, alors avec tout ce que ce monsieur a fait pour ces districts. C'est pourquoi nous avons dénommé la structure jeune que nous avons créée, la fondation Malobia, pour honorer, perpétuer, rendre hommage à ce monsieur qui a fait des grandes choses pour le district du Bas-Ouélé en particulier et pour la province orientale en général. Et puis il y a les 109, je ne sais pas si je peux... C'est 109, donc c'est 109, donc du sang nouveau. C'est tout à fait. C'est l'utilisation d'une technique en marketing qu'on appelle le teasing. Donc en poussant les clients à se poser des questions, ça lui permet de connaître davantage le produit. Et puis c'est une façon aussi de se faire connaître. Ok. Ouais. Donc vous avez dit 109, oui. M. Malobia. Donc oui. C'est un peu un conflit de génération. Vous estimez que les anciens, les notables de Bouta n'ont oui. rien fait pour cette, cette province ou pour ce district? Vous en tout cas, ça, sincèrement? Sincèrement, si on regarde la situation actuelle du district du Bas-Ouélé et de la ville de Bouta en particulier, oui, j'ai pas honte de le dire. Ces coins a besoin du sang neuf. Un groupe de jeunes, moi j'ai pris contact avec des jeunes que j'estime compétents, dynamiques et ambitieux, qui veulent que les choses changent dans ces districts. Donc c'est pourquoi on n'exclut pas les anciens. On a besoin de leurs conseils, on a besoin de leur sagesse, mais on a besoin d'un groupe de jeunes nouveaux qui s'estiment compétents, qui s'estiment ambitieux, qui s'estiment, n'est-ce pas, animés de la volonté de faire changer les choses. Donc, par exemple, celui qui est coordonnateur principal de la Fondation Malobia au niveau de la ville de Bouta, c'est un jeune qui a 27 ans, il est avocat au barreau de Bouta, hein, c'est lui qui pilote un peu le mouvement au niveau de Bouta. Mais comme je l'ai dit, on n'exclut pas les anciennes générations. On a besoin de leurs conseils. Pour ceux peut-être qui ne sont pas originaires de Bouta, quels sont les grands noms de Bouta? Le grand nom des Bouta ou des districts du Bas-Ouélé, j'aime bien parler puisqu'il faut savoir, pour votre information, le district du Bas-Ouélé est constitué de 6 territoires. Okay. Il y a le territoire de Ango, les territoires de Aketi, les territoires de Bouta, les territoires de Bambessa et les territoires de Poko. Donc il y en a 6. Bon. Je parle d'abord au niveau de Bouta, qui est un peu la plus grande entité dans le district du Bas-Ouélé. Les grands noms, il y a par exemple Papa Nenda Kabika, qui a été président du comité central lors de la Deuxième République. C'est un ancien de la sécurité. Il a fait beaucoup de choses. Il y a le général Babianzongbi Malobia, dont j'ai parlé, qui a fait quand même aussi pas mal de choses lors de la Deuxième République. Il y a par exemple, pour la Troisième République, où actuellement, il y a qui? Il y a le parlementaire, ancien ministre Yagisi Tolo Jean, qui est aussi originaire de Bouta. Mais si nous nous sommes permis de réagir, c'est aussi dans nos objectifs, tel que c'est prévu dans nos statuts, il est dit permettre l'émergence des fils et filles du district du Bas-Ouélé dans tous les secteurs de la vie nationale au Congo. Puisqu'on s'est rendu compte effectivement que le district du Bas-Ouélé est négligé, à tout point de vue. Il est négligé. C'est très rare que vous voyez au sein des entreprises publiques, par exemple, qu'il y a des originaires du Bas-Ouélé. Je ne sais pas si on a, bon, ils ne sont peut-être pas représentatifs par rapport à c'est très rare de voir, je ne sais pas, au niveau politique, le district du Bas-Ouélé est complètement absent, oublié, négligé. Et on s'est dit, parmi nos objectifs, c'est encourager
l'émergence des fils et des filles du district du Bas-Ouélé dans tous les secteurs, voire rééquilibrer les choses pour que nous soyons présents dans tout ce qui s'est fait actuellement en RDC. Vous y étiez, je crois, il y a quelques mois à Bouta. Quelle est la situation? Comment ça se présente, Bouta, le district de Bas-Ouélé en général? En tout cas, je vous l'ai dit, on est dans une situation de misère terrible. Déjà, le grand centre qui approvisionne la ville de Bouta en tout, c'est le chef-lieu de la province orientale, c'est-à-dire Kisangani. Il y a une route entre Kisangani et Bouta qui est de 324 km. Normalement, c'est un peu entre ici et Matadi. Et sous des cieux, entre guillemets, sans problème, c'est quelque chose à faire en 2 heures, 3 heures sans problème. Même ici, Matadi, je crois que c'est 5 heures du temps. Malheureusement, j'ai dû faire 2 heures et de 2 jours. 2 jours. Et il est impossible de se déplacer à moto, en voiture. On se déplace uniquement soit à vélo. Donc, dès Kisangani à Bouta à vélo, c'est 1 semaine, voire parfois 2 semaines. Ça dépend de ce qu'on a comme marchandise. Mais à moto, on a dû faire 324 km en 2 jours. Vous voyez? Si bien que toutes les denrées, tous les biens sont hyper chers à Bouta. Tout est cher. Là, une bière, par exemple, une bouteille de bière, c'est 5000 francs. Vous voyez, c'est à multiplier par 5 par rapport au prix à Kinshasa. Je ne sais pas, à manger, tout y est cher. Et ça vient de quoi? Il n'y a rien qui est produit là-bas. C'est produit, malheureusement, bon, c'est produit pour la consommation locale. Bon, il y a le riz, le palmier, tout ça. Les gens, parfois, ont besoin de s'habiller, d'acheter des médicaments, du sel, quand ils sont malades et qu'on sort tout ça. Bon, tout ça est, entre guillemets, importé des Kisangani. Et c'est hyper cher. Bon, heureusement que donc il y a 2 tronçons entre Bouta et Kisangani. Il y a le tronçon Kisangani-Banalia qui fait 128 km et puis il y a le tronçon Banalia-Bouta qui fait 196 km. Le tronçon Kisangani-Banalia vient d'être fini. Je ne sais pas s'il y a des images que vous pourrez voir. Il y a des photos que j'ai prises que vous pourriez voir. Là, le tronçon est déjà fini. Le tronçon est déjà fini entre Kisangani et Banalia. Maintenant, il reste les tronçons Banalia-Bouta. Et là, je vous dis, quand il pleut, c'est vraiment c'est la catastrophe. Et donc, c'est cette route, l'absence de cette route-là, qui fait que la vie est invivable à Bouta. La vie est invivable à Bouta. Et parmi les objectifs de la Fondation, c'est faire entendre la voix des Bouta là où il le faut pour que les choses bougent. Et si je me permets, je suis ici, c'est entre autres pour ça. Est-ce que vous avez frappé à la porte des autorités pour parler de tous ces problèmes? Le moment... Vous agissez en indépendant? Non, le moment, je ne sais pas, je ne comprends pas très bien votre question. Est-ce que vous avez frappé à la porte des autorités? Est-ce que vous êtes y allé voir les ministres, je ne sais pas, transport, les ministres provinciaux là-bas pour parler de les ministres provinciaux, oui, les ministres provinciaux, on en a contacté quelques-uns. Bon, ils disent que les choses vont s'améliorer avec la route qui est en train d'être réparée. Bon, on espère que ce sera le cas, mais je ne pense pas que d'ici 1 an, la route entre Bouta et Kisangani sera complètement, totalement opérationnelle, mais on a de l'espoir. Bon, moi, ce que je fais le plus, c'est par rapport à l'étranger. Je me suis dit, bon, la ville de Bouta a besoin donc de la connaissance, a besoin de main-d'œuvre, a besoin de ceci, de ça. Bon, j'ai plus orienté mes activités au niveau de l'étranger. Bon, je vous ai dit, hein, on est une structure jeune, on n'a pas encore 1 an, mais tout ça fait partie de notre programme. Et si Dieu le veut, on grandira, on se développera. Ok. Nous y restons toujours, Monsieur Malobia. On le sait bien, les Congolais disent toujours, quand vous créez des fondations comme ça, il y a quelque chose de caché derrière. Vous essayez de faire quelques petites actions pour ensuite réclamer les voix pendant les élections. Vous avez entendu la campagne ou la période préélectorale pour venir. Il n'y a pas longtemps, vous avez dit, vous avez créé votre fondation, mais est-ce qu'il n'y a pas un agenda caché derrière tout ça? Agenda caché, non. Agenda caché, non. Vous avez simplement le souci d'arranger je vous dis, votre le souci primordial, c'est essayer de faire quelque chose par rapport à ces districts. Je vous ai dit, je suis parti là-bas au mois d'octobre
octobre, c'était presque un an avant les prochaines élections. C'est ça, c'est bien calculé. Maintenant, vous avez le temps de faire 1 ou 2, 3, 4 Là, par exemple, vous voyez la photo avec les responsables de l'office de route. Ça, c'est le tronçon entre Banalia et Kisangani. Là, on est plus précisément à 110 km de la ville des Mambo. C'est là, j'ai vu monsieur, il s'appelle monsieur Casimir, le responsable donc du chantier de l'office de route. Bon, il n'y a pas d'agenda caché. En ce sens que... Vous en êtes sûr? Non, attention. Parce qu'on ne fait pas d'ici quelques mois, monsieur Malobia, candidat député. Attention, c'est un droit constitutionnel. Ok. J'ai le droit de m'associer avec qui je veux et j'ai les droits de désigner qui je veux. C'est un droit constitutionnel, ça ne peut pas m'être dénié par, entre guillemets, qui que ce soit. J'ai le droit, au moment venu, si je veux me présenter, je me présenterai sans problème. Bon, il faut savoir que notre fondation est non confessionnelle et apolitique, si bien que tous les gens qui œuvrent dans les comités directeurs de la Fondation Malobia, ils sont indépendamment de leur appartenance politique. Il y a des gens du PPRD qui sont avec nous. Il y a des gens du MLC. Mon chauffeur, par exemple, avec qui j'ai fait les tronçons Bouta Kisangani, c'est un assidu du MLC. Il y a des gens du MLC de tous les partis politiques. Donc nous sommes apolitiques. C'est une ASBL qui œuvre pour le progrès du Bazouélé. Il est évident que, je vous ai dit, c'est un droit constitutionnel. Si un jour, les gens sur place estiment que les gens qu'ils avaient, entre guillemets, désignés ne leur donnent pas entière satisfaction et qu'ils me demandent de faire quelque chose dans ce sens, je prendrai la décision au moment opportun. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Nous rentrons un peu en Belgique. Vous êtes, même si vous ne voulez pas qu'on vous appelle ainsi, mais vous êtes quand même Congolais de l'étranger, puisque vous résidez quand même en Belgique. Et cette fois-ci encore, M. Malobia, vous n'allez pas voter. Qu'est-ce que vous ressentez quand on dit que non, les Congolais qui sont là, ils se plaignent, se disent encore cette fois-ci en 2011, on n'a pas le droit de vote. On nous dénie ce droit-là. Bon, c'est une situation très très déplorable. C'est une situation très très déplorable et je comprendrais peut-être si les autorités avancent l'argument selon lequel, logistiquement parlant, ils ne sont pas en mesure d'organiser ces genres de trucs. Si ils avancent une telle raison, je comprendrai. Mais si on avance uniquement des motifs liés à des raisons de nationalité, je ne suis pas d'accord par rapport à ces genres de justifications. Vous savez, les Congolais de l'étranger contribuent beaucoup pour les familles qui sont restées ici. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des agences de transfert de fonds ici, dont je ne citerai pas le nom pour ne pas faire de la publicité, où transitent des milliards de dollars. Quand quelqu'un est malade ici, on appelle là-bas, on a besoin de ceci, on a besoin de cela. On rend quand même un service important au pays et à la population en général. Et on trouve ça un peu injuste que dès lors qu'il s'agit de prendre des décisions importantes pour la bonne marche de ces pays, que vous n'y soyez pas associé. Qu'on ne soit pas associé. Je dis, si c'est pour des raisons de nationalité, je ne suis pas d'accord, mais si c'est pour des raisons logistiques, peut-être, je comprendrai. Mais c'est vrai que vous parlez de nationalité, mais comme vous le savez, chez nous, la nationalité est une exclusive. Et la plupart des Congolais qui sont là ont déjà d'autres nationalités. Oui. C'est de la tricherie carrément. Ceux qui viennent ici, ils viennent avec la casquette des Congolais, mais en fait, ils ne le sont plus. Vous savez, je trouve ça pitoyable, franchement, que au XXIe siècle, on invoque des raisons liées à la nationalité pour exclure. Vous savez, les gens qui sont nés... C'est de la Constitution, M. Non, la Constitution, mais quel gâchis pour le Congo. Quel gâchis pour le Congo. Franchement. Il n'y a pas plus qu'un an, le chef de l'État disait, sur 15 personnes qu'il a, il n'a pas trouvé peut-être, je ne sais pas combien. Bon, pourquoi ne va-t-il pas voir peut-être au niveau de la diaspora, de l'étranger, s'il peut trouver ces genres de talents dont il a besoin pour faire avancer les choses? Puisqu'au niveau local, il ne trouve pas. Je dis, c'est un gâchis, on est au XXIe siècle. Il faut que le Congolais apprenne à raisonner en termes d'intérêt. En termes d'intérêt. L'intérêt du Congo, c'est que les choses aillent de l'avant, qu'il y ait des gens qualifiés, compétents, qui travaillent, qui aiment les pays et qui font en sorte que les pays aillent de l'avant. Or, en excluant ces gens, on perd. C'est une perte pour le pays. Et des pays comme le Rwanda, comme les États-Unis, je ne sais pas, ils admettent
ils admettent la double ou la triple nationalité. Ok. Hein? Je dis, c'est une perte immense. C'est une perte immense pour le pays. D'autant plus que ces gens ont acquis des nationalités étrangères. C'est beaucoup plus par nécessité. Par nécessité, par exemple. Oui, okay. Par nécessité. Il faut aider la famille ici, il faut travailler, il faut faire quelque chose. Bon, la seule façon pour le faire, il faut bien avoir ces papiers-là. Mais c'est pas de gaieté de cœur que les gens sont allés jusqu'à prendre ces nationalités. Et encore, je parle quand même je pense qu'on a suivi les législateurs belges en prenant cette décision. Puisque il faut savoir qu'en Belgique, un Belge, dès lors qu'on est né belge, on n'avait pas le droit d'acquérir une autre nationalité. Ça, c'était interdit par la loi belge. Mais le législateur belge a changé les choses. Mais si on est né étranger, hein, on a une nationalité étrangère, on peut acquérir la nationalité belge. Mais quand on est né belge, on ne peut pas acquérir une nationalité. On ne pouvait pas. Mais les choses ont changé. Le législateur belge s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une disposition qui était tout à fait obsolète. Il fallait changer les choses. Donc on a changé, on permet aux Belges d'avoir une nationalité. C'est une perte. Aujourd'hui, Zidane, il a la nationalité française, il a la nationalité algérienne. Son fils de 15 ans joue au Real de Madrid. Il a 3 nationalités et ces 3 pays se le disputent. On se dispute. Un joueur comme Chité, il est burundais, rwandais, congolais et belge. La Belgique, tout le monde se dispute. Or, les Congolais doivent apprendre à réfléchir en termes d'intérêt. Quel est l'intérêt pratique pour nous de perdre un bon élément comme ça, tout simplement en évoquant le fait qu'il n'est pas congolais. Je pense que, comme l'avait dit un prédécesseur congolais de l'étranger ici, la question doit être mise, en tout cas, il faut sans passion, carte sur table, en discuter et voir que c'est de l'intérêt du Congo d'avoir des gens qui sont compétents, des gens qui ont été à l'étranger, qui ont eu des bonnes formations, qui ont eu des très très bonnes choses, qui veulent amener pour en faire bénéficier la RDC. Donc la RDC... Mais souvent, Monsieur Malobia, les Congolais qui sont à l'étranger ne font que critiquer. Moi, c'est ce que je vois. Ils ne voient rien de bon. Rien de bon en République démocratique du Congo. Rien ne se fait. Tout ce qu'on fait, c'est zéro. Donc, deux fois, peut-être que les autorités se cabrent aussi parce qu'ils disent que rien n'est fait, rien n'est bon en RDC. Les Congolais sont des paresseux, les Congolais ne réagissent pas. Peut-être que les autorités se cabrent aussi par rapport à ça. Est-ce que selon vous, Monsieur Malobia, vous êtes ici, à Kinshasa, rien ne s'est fait réellement? Sans passion, avec... Non, quand même, il y a quelque chose qui s'est fait. Non, il y a des choses qui se font, il y a certaines initiatives. Bon, j'ai grandi à Kinshasa, j'ai fait mes études secondaires ici à l'Institut de la Gombe. J'ai vu un peu les boulevards, disons, je ne vais pas rentrer dans le détail, dire non, tel a changé, tel. Mais ne serait-ce qu'avoir la volonté déjà de faire quelque chose d'autre, moi j'estime que c'est important. Il y a la volonté, il y a des changements par-ci par-là. Bon, peut-être avec le temps, les choses changeront. Ces gens qui font ces genres de critiques font peut-être ou parfois la comparaison avec ce qu'ils vivent là-bas. Okay. C'est-à-dire qu'ils vivent dans des, entre guillemets, très bonnes conditions, les routes, ceci, tout est bien. Maintenant, quand on réfléchit par rapport à la famille, excusez-moi, on s'est dit, ma famille vit là-bas, mais dans des conditions difficiles. Et entre-temps, quand on vient ici, on voit quand même, il y en a qui roulent carrosse, qui ont des belles voitures, qui ont des ceci, qui ont des ça, alors que la majorité de la population croupit dans la misère. Alors, c'est normal qu'on ait ces sentiments de révolte, là, comme ça, et qu'on critique à tous azimuts. Ces sentiments de révolte, M. Malobia, ne peut quand même pas vous pousser à tabasser, entre guillemets, tous ceux qui ne sont pas pour vous. En Europe, c'est maintenant, vous créez une sorte de peur pour ceux qui arrivent ici. C'est pas moi qui tabasse, c'est pas moi qui tabasse. C'est une réalité, on peut pas se voler la face. Je vois des gens, comment ils sont en train de réagir. On est en démocratie, il y en a qui pensent que c'est une façon de faire. Ils agissent de la sorte, mais ce n'est pas ma façon à moi de voir les choses. Ou bien ils ont trouvé qu'il n'y avait plus d'autres issues si ce n'est celle-là. Je ne sais pas, je me pose des questions. Bon, même en Belgique ou à l'étranger, je veux dire aux États-Unis, tout ça, bon, on ne réagit pas de cette façon-là pour manifester sa désapprobation par rapport à ce qui s'est fait. On ne fait pas. Bon, s'ils en sont arrivés à ce point-là, peut-on se poser la question de savoir pourquoi est-ce que je dis sincèrement, ce n'est pas ma façon à moi de faire ou de voir les choses. Je les comprends,
je les comprends parfois. Je me dis, bon, ils font la comparaison, ils voient que leurs frères et comparaison sœurs... n'est pas raison. Hein? Ouais, c'est pas raison, malheureusement. J'ai dit, c'est leur façon à eux de voir les choses. Mais moi, je ne vois pas les choses. Moi, je descends sans vouloir faire de la critique. Moi, ce que je dis, je descends sur le terrain. Je descends sur le terrain, je vais dormir dans la brousse. Je quitte toute la, entre guillemets, l'opulence qu'il y a là-bas. Je vais dormir dans la brousse. J'essaie de faire quelque chose pour les miens. Donc, c'est aussi ma façon à moi de procéder, de voir les choses. Il y en a qui peuvent aussi voir autrement, procéder autrement. Chacun a sa façon à lui de voir les choses. Je ne viens pas là pour juger. On est en démocratie. Bon, je ne sais pas ce que je veux dire par rapport à ça. Ok, mais nous y restons, comme vous le savez, et quand même la musique est une des richesses de la République démocratique du Congo, qu'on le veuille ou pas. Et bien certaines mauvaises langues disent que c'est la seule richesse qui nous reste, mais quand même, quand vous empêchez les artistes de se produire, de faire leur travail, quand même vous cassez quelque chose aussi. Vous empêchez quand même la République démocratique, quelque chose, de lever quand même le drapeau de la République démocratique du Congo dans des grands concerts. Vous avez suivi quand même que Werason et Fali se sont quand même produits lors des nuits de la nuit africaine. Donc c'est quand même un plaisir pour nous aussi. Mais quand vous les empêchez de travailler, on n'y comprend rien, nous, ici. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais il faut savoir aussi qu'un musicien dans la société, c'est quelqu'un qui est censé véhiculer certaines valeurs. Il est censé véhiculer certaines valeurs, il est censé montrer une certaine exemplarité dans la façon d'être, dans la façon de faire les choses. Vous avez dit comparaison n'est pas raison, mais j'aime parfois aussi, on dit c'est en regardant les autres qu'on arrive à mieux se situer. Quand j'ai fait la comparaison, où je regarde un peu ce qui prévaut actuellement à l'ouest de l'Afrique, je vois quelqu'un comme Youssou N'Dour, je vois quelqu'un comme Alpha Blondy. Il faut voir leur musique, le fond. C'est pas la musique qu'il y a chez nous ici. Hein. Chez nous, c'est vrai que c'est la seule richesse qui nous reste. Mais qu'est-ce qu'on voit? Bon, c'est des vulgarités, c'est de ceci, de ça. Mais monsieur Malobiane, nous ne voilons pas la face. La vulgarité, c'est même aux États-Unis. Oui, la vulgarité, c'est même en France. La vulgarité, c'est partout. Oui, mais moi, je sais pas. Mais malheureusement, ce sont des gens qui jouent, qui impactent sur la vision, sur la façon de voir les choses, sur l'éducation de la masse. Aux États-Unis, un musicien n'impacte pas sur la société. Vous en êtes sûr? Il n'impacte pas sur la société au niveau politique, par exemple. Un musicien n'impacte pas sur la société au niveau politique. Mais au Congo, un musicien peut impacter sur la vie politique du Congo en demandant que non, je vous demande de faire ceci, je vous demande de faire cela. Ça peut impacter. Mais aux États-Unis, non. Alors, les gens se disent... vous êtes musicien, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, vous devez véhiculer certaines valeurs et vous devez éduquer la masse. Mais c'est que nous ne comprenons pas, monsieur Maloba, vous qui vivez dans un monde dit civilisé, pourquoi ne pas les appeler, organiser peut-être un genre de conférence, se mettre autour d'une table et parler au lieu de tabasser? C'est ce que nous on ne comprend pas. Vous êtes quand même civilisé, entre guillemets. Je suis d'accord avec vous, mais arrêtez de dire directement, c'est comme si j'étais personnellement considéré par... non, mais vous êtes là, donc j'en profite. Je veux dire, de l'étranger, vous vivez ces réalités. Oui, mais maintenant, il faut voir. Je fréquente pas trop le milieu musicien, donc je peux pas aller jusqu'à dire que non, si j'étais à leur place, je ferais ceci, je ferais cela. Mais je dis, je comprends parfois leur réaction. Ils disent que non, ces gens sont censés véhiculer certaines valeurs, ils ne les font pas. Alors nous, on utilise la méthode forte pour les amener à le faire. C'est leur façon à eux de voir les choses. Je vous dis, c'est pas ma façon à moi. Donc, civilisé ou pas, la civilisation c'est une notion très très relative, très immense. On peut épiloguer, faire des ceci, de cela. Des thèses et des thèses, mais moi je vous dis, je préfère pas trop utiliser, aller jusqu'à ces mots-là. Mais je vous ai dit, ils se sont retrouvés peut-être dans une situation de ras-le-bol en disant que non, on n'en peut plus. Ces gens, on a essayé de leur parler, on voit que les choses ne marchent pas, alors passons à autre chose. À autre chose. Nous aussi, nous passons à autre chose. Nous prenons un autre volet. Je crois qu'on a beaucoup parlé de la Fondation Maloba. Nous vous souhaitons bonne chance pour la continuité. Eh bien, j'aimerais savoir ce que vous avez déjà fait quelque chose, des œuvres sur le terrain, des œuvres palpables? Oui, comme je vous ai dit, donc j'ai été sur le terrain. Ça faisait quand même des années. Vous savez, ça a fait quelque chose comme en 25-30 ans. J'avais pas mis mes pieds à Bouta. Donc la première chose qu'on a faite, c'est d'abord descendre sur le terrain.
aller discuter avec des gens sur place, entendre leurs desiderata, contacter des notabilités locales, discuter avec ces gens. Moi, j'estime que c'est une démarche, quand même, c'est quelque chose d'important à faire, puisque ça ne sert à rien rester à Kinshasa ou bien en Europe et puis demander qu'est-ce qui ne va pas, non, descendre sur le terrain, récolter les desiderata des gens, c'est important. Ça, c'est la première chose qu'on a faite. Deuxièmement, on a essayé de lister les besoins des gens. Et on les a listés en 3 catégories. De besoins à court terme, des besoins à moyen et des besoins à long terme. Et à court terme, donnez-nous à court terme, c'est des choses que nous-mêmes, nous pouvons faire en ayant un délai de 12 mois. On s'est donné un délai de 12 mois pour essayer de faire quelque chose par rapport aux besoins à court terme. Et puis le moyen et long terme, ce sont des besoins pour lesquels on cherchera éventuellement des financements soit à l'étranger ou bien au niveau des Kinshasa, essayer d'intéresser les autorités pour faire. Bon, au niveau des besoins à court terme, qu'est-ce qu'on a fait? Vous savez, il y a des jeunes qui sont là, laissés à l'état d'abandon. Soit ils vont creuser des mines d'or, des diamants. Une fois, il y en a qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas. Quand ils réussissent, qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? C'est boire de la bière. Ils n'étudient pas. Ils négligent complètement l'agriculture. Or, nous sommes une région, une province qui a comme richesse notamment le diamant, l'or et l'agriculture. L'agriculture est très très importante. Il y a du café qui venait de là-bas dans les années 80. Mais malheureusement, tout ça, on ne trouve plus. Et qu'est-ce que nous, on a fait? On a été contacter des associations des jeunes sur place. Et comme la ville est dans un état d'insalubrité totale, on les a financés. On leur a demandé d'aller nettoyer des endroits publics pour redorer une certaine bonne image quand même de la ville. Ça, on leur donne un peu d'argent, 2000 francs par personne. On prend 20 jeunes, on leur donne à manger, ils vont travailler, ils coupent les herbes et puis ils nettoient la ville. Ça fait quand même quelque chose pour ce qui est de la salubrité, la propriété de la ville. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a été créé, donc les gens se déplacent là-bas soit à vélo ou bien à moto. On a acheté une dizaine de vélos. On a contacté des jeunes sans emploi. On leur a dit, il y a des vélos qui sont ici, vous pouvez faire du transport avec, moyennant versement d'un montant forfaitaire de X par jour. Okay. Ouais, ça leur donne du travail, ça les occupe et ça permet aussi quand même d'aider la population. Okay. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Vous savez, je vous donnerai un petit exemple. J'étais à Bouta, il y a un jeune garçon de 25 ans qui est venu me voir, il m'a dit, j'ai ma femme qui a accouché d'une fille et qui devrait normalement sortir de l'hôpital aujourd'hui, mais on l'a empêché de quitter, tout simplement puisqu'elle n'a pas 15 $ pour payer comme frais d'hospitalisation. Bon, je ne vais pas me vanter d'avoir fait quoi que ce soit, mais ça m'a donné une idée. Je me suis dit, si on mettait en place, puisque j'ai pris les cas de mon épouse, qui est du Kivu, pour les ressortissants du Kivu, ils ont une mutualité qui fonctionne à partir de l'étranger. C'est-à-dire que les gens originaires de là-bas financent, cotisent chaque mois, et quand un membre de la famille sur place est malade, et l'argent cotisé permet à intervenir pour cette personne-là. Okay. Je me dis, j'ai intéressé les gens de Bouta, je dis, pourquoi pas mettre en place un mécanisme d'assurance maladie qui permette aux gens de cotiser 1000 francs congolais par mois. 1000 francs congolais par mois. Ceux qui sont à l'étranger? Non, ici? Sur place, okay. À Bouta. Kisangani, Bouta, comme ça. Vous cotisez 1000 francs par mois. Vous avez une période de stage de 3 mois où vous ne bénéficiez de rien. Même si vous avez cotisé 3 mois, vous ne bénéficiez de rien. Et les 4e mois, si vous êtes en ordre de cotisation et que vous êtes malade, nous, donc la Fondation Malobia intervient à concurrence des 80%. Et puis les 20 autres % qui restent, c'est vous qui prenez en charge. Vous voyez, on a fait ça. Et puis au niveau de l'enseignement, il y a à Bouta un institut supérieur qu'on appelle ISP Bouta. C'est un institut supérieur qui est presque à l'abandon. Il y a des facultés qui continuent à fermer. Pas plus qu'il y a moins de 6 mois, j'étais à Bouta, la faculté d'agronomie fermait sa porte. Alors, qu'est-ce que moi je me suis dit? En allant à l'étranger, je peux essayer de trouver des partenaires pour qu'il y ait un jumelage entre l'ISP Bouta et certaines universités ou instituts supérieurs au niveau de l'étranger. Donc, les contacts sont en train d'être pris en ce sens-là. Au niveau de l'utilisation de matériel informatique, il faut savoir qu'il y a des gens qui présentent leur travail de fin d'études manuscrit. Ouh là là. Il n'y a pas d'ordinateur. Il n'y a rien.
Donc, sans vouloir m'éventer, je suis allé en Europe, j'ai pris des contacts par-ci par-là. Il y a des sociétés qui renouvellent leur parc informatique. Okay. Et ils jettent tous ces matériels-là. Donc, j'ai pris contact, par exemple, avec une école qui m'a donné 20 ordinateurs Pentium 4 pour l'informatisation de l'ISP Bouta. Tous ces matériels, je les stockés. Je suis en train de négocier actuellement avec le ministère belge de la Défense pour voir dans quelle mesure, s'il y a un vol qui vient directement en RDC, que ces matériels soient transportés au niveau d'ici. Et puis on verra, une fois que ça arrive à Bouta, ça pourra aider les gens. Donc, nous sommes dans des petites initiatives comme ça et on veut aussi servir des moteurs. On veut aider les gens à rêver autrement, à voir les choses autrement, à ne pas se limiter seulement au niveau de creuser de l'or et des diamants, et à dire que non, voilà un de nôtres qui a fait ça, il est revenu chez nous, il veut... Ça, c'est moi, par exemple, à l'arrivée de la ville de Bouta. Après X années, donc là, je mettais mes pieds à la ville de Bouta. Il faut voir dans quel état je me trouvais. Bon, voilà des petites initiatives qu'on fait. Donc, en fait, le message que vous lancez, c'est demander vraiment aux Congolais de revenir, de palper les réalités sur le terrain et de faire des petites initiatives. On voit ça avec nos amis de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. On voit ça avec des Maliens, des Sénégalais. Quand vous êtes de tel coin, vous cotisez, vous construisez des écoles, vous faites ceci, de cela, et ça aide énormément. Donc, pourquoi pas nous? Et moi, j'ai donné l'exemple pour le district du Bazouélé. Ok. Voilà, M. Malobé a donné l'exemple. Donc, le message est lancé à vous, les Congolais de l'étranger. Les petites initiatives sauvent. Au lieu de penser peut-être trop grand, pensez d'abord petit. Et je crois qu'en associant les petites initiatives, ça fera un grand, je pense. Ouais. Donc, là, nous sommes vraiment en train de chuter. Mon réalisateur me dit que nous sommes vraiment en train de chuter. Je voudrais quand même alléger un peu l'émission. Je crois que ça a été trop d'émotions et tout. Nous prenons quelque chose d'assez léger, c'est les réseaux sociaux. Monsieur Malobé, c'est vrai que ces derniers temps, on ne peut ne pas se passer des réseaux sociaux. Pour vous, quel est le rôle et l'importance de ces réseaux sociaux actuellement? Actuellement, bon, tout ça rentre dans les cadres du phénomène de la mondialisation. On n'est plus dans un monde où les uns sont séparés des autres, non. On est dans un monde où tout est interconnecté, tout est lié. Et moi, je vous dis carrément que j'ai connu M. Malobia par Facebook. Oui, donc, par Facebook, par exemple. Vous voyez comment quelqu'un qui vivait en Belgique et moi ici à Kinshasa, eh bien, on s'est connus comme ça, on a parlé pendant des très longs mois et aujourd'hui, il est là et il passe à mon émission. Oui, tout à fait. Tout ça, ce sont les effets des réseaux sociaux. Donc, voilà. Ça a permis, franchement, de rapprocher les gens. Ça permet de rapprocher les gens, de tisser des liens. Hein, de voir les choses autrement. Un ami, je me souviens, j'ai rencontré par exemple quelqu'un avec qui j'ai étudié en 3e littéraire à l'Institut de la Gombe. Donc on s'est séparés, bon lui il avait raté puis il est resté, moi j'ai terminé, je suis parti et puis c'est via Facebook que je l'ai rencontré. Vous voyez, j'étais ému. Hein, le jour où c'est lui qui m'a lancé l'invitation, il m'a dit on faisait la venue du haut commandement ensemble pour rentrer à la maison, vous rentrez là, moi je continuais par le Kangokolo. J'étais ému, j'ai appelé mon épouse, je lui ai dit regardez, tout ça c'est grâce à Facebook. J'ai rencontré cet ami là. D'ailleurs, il me reconnaîtra. Je lui ai dit bonjour, soit dit en passant. Alors, c'est quelque chose qui a révolutionné franchement les relations entre les gens. Par hasard? Non, Caromont, non, c'est pas Caromont, Caromont il est à Paris. C'est pas Caromont. Mais j'ai rencontré aussi, ça m'a permis de rencontrer Léon par Facebook aussi, hein, salutations Léon. Oui. Okay. Ouais. Oui, mais j'aimerais aussi savoir le rôle de ces réseaux dans les révolutions. Parce qu'on dit que tout commence par ça et les autorités actuellement craignent un peu trop ces réseaux sociaux. Ça joue effectivement un rôle très très important. On n'a plus besoin de se déplacer pour aller dans X endroit, X, Z endroit pour faire passer un message. Les réseaux sociaux, par exemple le cas de la révolution, comment on appelle ça, des jasmins en Tunisie, ça a joué un rôle très très important. En Égypte aussi, bon, en Syrie malheureusement, on a vu les limites. Hein, on a vu les limites, c'est-à-dire que tout dépend des autorités qu'on a. Si on a des gens qui sont compréhensifs, qui veulent pas étouffer leur population, ils laissent faire les choses. Bon, il y en a qui veulent pas, qui n'en veulent pas, et ils coupent le lien, le signal, et puis... Mais sinon, les réseaux sociaux jouent un rôle important dans la démocratie, l'évolution de la démocratie, surtout pour nos pays du tiers-monde, des pays émergents, qui n'avons pas des technologies vraiment très très avancées.
Voilà, donc là, c'est aussi une autre question assez personnelle. Vous êtes ici à Kinshasa, Monsieur Maloba, comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez harcelé, ou vous sentez qu'il y a quand même une certaine liberté, une certaine démocratie en République démocratique du Congo à Kinshasa? En tout cas, vous vous sentez à l'aise? En tout cas, je me sens... Est-ce qu'il y a des gens qui disent que je ne peux pas venir, j'ai trop peur? Est-ce qu'on ne tue pas les gens? Comment vous vous sentez? Comment vous vivez, par exemple, une journée de Monsieur Maloba à Kinshasa? Comment ça se passe? Sans problème. Je vous ai dit, ça fait 2 ans que je suis entre la Belgique et le Congo. J'ai pas de problème du tout. J'arrive, je sors quand je veux. Mais évidemment, j'essaye de ne pas outrepasser mes droits, puisque je suis un citoyen, j'ai des droits et j'ai des obligations. Dès lors que je respecte mes obligations et des droits, je pense qu'il n'y a pas de problème. Je voyage entre Kisangani, Kinshasa, j'ai été à Lubumbashi, j'ai été partout en RDC. Je n'ai pas de problème. Il est évident que si vous voulez outrepasser vos droits, c'est clair que bon, ça risque d'être quelque chose de pas bien pour vous. Mais sinon, dans l'ensemble, moi, j'ai pas de problème du tout en RDC. Je me déplace quand je veux, je vais où je veux et je rencontre qui je veux. Je vois pas de problème en tant que tel au niveau de RDC. Non. Voilà, là, nous sommes à la période préélectorale. Les élections sont prévues pour le mois de novembre, le 28 pour être plus précis. Comment est-ce que vous jugez les élections en Afrique, Monsieur Maloba? Vu le cas de la Côte d'Ivoire, vu le cas du Kenya, vu le cas... Les gens commencent à avoir un peu peur des élections en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne. Effectivement, ces exemples-là doivent attirer notre attention. Bon, les élections, c'est le moyen qui permet à la population de soit... sanctionner ou récompenser les gens qu'il avait mis en place pour diriger le pays. Bon, si la population voit que ceux qu'il avait mis là n'ont pas fait ce qu'elle lui a demandé de faire, bon, la population peut sanctionner. Si elle voit que les gens qu'il avait désignés ont fait ce qu'on leur a demandé, la population ne sanctionne pas. Donc, les élections en Afrique subsaharienne joue un rôle important, mais il faut que les mentalités changent. Il faut que, malheureusement, chez nous, les élections riment un peu avec les troubles, avec les tensions, avec ceci, mais il faut qu'on apprenne à dépasser tout ça, qu'on prenne un peu de la hauteur, qu'on voit les choses autrement, et il faut surtout voter, pas toujours en fonction de son ventre, c'est en fonction des convictions, dire que celui-là, si je lui confie la gestion de la chose publique, est-ce qu'il sera en mesure de bien gérer cette chose publique ou pas? Puisque parfois aussi, malheureusement, les gens votent pas par conviction, mais par comme on dit, un ventre affamé n'a point d'oreille. Malheureusement, c'est ça la situation. Mais je sais pas. Il faut que la population, il faut que les mentalités changent. Il faut que les gens apprennent à respecter l'intérêt général, la chose publique, dire que non, je suis d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Et les élections, c'est un